Dans cette mise en pratique Excel, nous proposons de bâtir un modèle automatisé qui permette de suivre les fluctuations des cotations en bourse pour des titres détenus. L'objectif à l'issue est de pouvoir rendre compte, surtout de façon visuelle d'ailleurs, des fluctuations remarquables qui permettent à l'administrateur d'enclencher des actions si le cas est préoccupant et au contraire de pouvoir estimer la globalité des gains potentiels engrangés par l'ensemble des titres détenus et des quantités achetées. Dans un premier temps, nous allons présenter ce tableau qui énumère dans sa première section l'ensemble des titres détenus avec le prix d'achat unitaire pour chacun d'entre eux et les quantités qui ont été achetées. Ce tableau propose mois par mois et semaine par semaine de rendre compte de ces variations de prix, de ces cotations qui vont permettre par des calculs très simples de rendre compte de la bonne tenue, de la bonne forme des titres pour savoir s'il y a des actions à enclencher ou bien au contraire s'il est urgent d'attendre afin de continuer d'engranger des gains. Le premier calcul qui est proposé dans la colonne I consiste à faire ressortir une valeur remarquable, c'est-à-dire sur la période, la cotation la plus haute, la valeur maximale. La fonction Excel statistique qui permet d'extraire la plus grande des valeurs d'une plage de cellules est la fonction max. Pour exploiter les techniques de calcul les plus efficaces, nous présélectionnons l'ensemble des cellules concernées par le calcul, puis nous initions la formule avec le symbole égal du clavier et nous tapons le nom de la fonction max suivi d'une parenthèse ouvrante. Dès lors que nous ouvrons la parenthèse, la fonction max n'attend plus que la plage de cellules sur laquelle elle doit extraire la plus grande des valeurs. Comme ce calcul est tapé pour le premier titre afin d'être répliqué pour l'ensemble des autres titres ensuite, nous sélectionnons l'ensemble des cotations pour le premier titre. Puis nous fermons la parenthèse de la fonction et nous validons surtout le calcul par contrôle-entrée afin de le répliquer dans le même temps sur l'ensemble de la plage de cellules. Une petite balise active Excel se déclenche pour nous informer que potentiellement ce calcul a généré une erreur, ce qui est faux puisque Excel a été alerté du fait que nous n'avons pas sélectionné des cellules numériques adjacentes, mais effectivement elles n'ont rien à voir avec les cotations des titres desquels nous souhaitions extraire la valeur la plus grande. A priori, cette valeur statistique pour l'instant n'a pas grand intérêt dans la mesure où elle permet simplement de faire ressortir la plus grande des cotations. Mais nous verrons par la suite que, associée à un format dynamique, eh bien, elle permettra une interprétation tout à fait judicieuse. Mais avant cela, nous allons nous occuper de l'autre calcul statistique qui consiste inversement à faire ressortir la cotation la plus basse pour chacun de ces titres. Nous représélectionnons l'ensemble des cellules concernées par le calcul, nous tapons le nom de la fonction qui cette fois s'appelle min, suivi d'une parenthèse ouvrante, min pour minimum. Et dans la parenthèse, de la même façon que précédemment, nous sélectionnons l'ensemble des cellules desquelles la fonction min va se charger d'extraire la plus petite des valeurs de façon dynamique. Nous validons ce calcul par contrôle-entrée de manière à le répliquer sur l'ensemble de la plage. Et nous allons tout simplement ici ignorer l'erreur potentielle suggérée par Excel de la même façon grâce à la balise active. Effectivement, nous avons bien en résultat statistique les plus hautes cotations et les plus faibles cotations pour chacun des titres. Mais pour l'instant, nous n'avons fait que rajouter des valeurs numériques à des valeurs numériques déjà saisies. Ça veut dire que nous n'avons pas simplifié ni la lecture, ni l'interprétation du tableau. En revanche, si nous posions le raisonnement suivant sur les valeurs max, qui consisterait à dire, est-ce que cette valeur max correspond à la valeur de la cotation de la dernière semaine et que en même temps, elle est bien supérieure au prix d'achat unitaire du titre. Cela voudrait dire donc que le titre semble être en forme et que nous pourrions le mettre en valeur avec des couleurs positives et dynamiques. Eh bien, pour ce faire, nous présélectionnons l'ensemble de la plage de cellules, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle, et comme il s'agit d'un double critère assez spécifique, nous n'allons pas chercher une règle existante proposée par Excel, nous allons directement choisir une nouvelle règle pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle nous allons choisir de taper une formule selon laquelle se déclenchera un format dynamique. C'est la raison pour laquelle dans la zone des types, nous sélectionnons le dernier, utiliser une formule, qui consiste à vérifier en même temps que
les deux critères sont vrais. C'est la fonction Excel et qui permet d'énumérer dans ces parenthèses autant de critères que vous souhaitez vérifier de façon exclusive. Ça veut dire que tous doivent être vérifiés. Si l'un d'entre eux n'est pas vérifié, eh bien le résultat de la condition sera considéré comme non validé. L'objectif donc pour pouvoir associer un format positif consiste à vérifier en même temps que la valeur max calculée, cette cellule que nous cliquons, et que nous allons défiger en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier de manière à faire disparaître les dollars. Et nous allons expliquer pourquoi. Si cette valeur max est égale à la valeur de la cotation de la dernière semaine, que nous défigeons exactement pour la même raison que nous allons expliquer, et qu'en même temps, cette valeur max est bien supérieure, nous la défigeons, est bien supérieure, symbole supérieur, au prix d'achat unitaire du titre que nous défigeons. Pourquoi nous défigeons l'ensemble de ces cellules dans les critères de comparaison? Eh bien, tout simplement parce que vous constatez que ici, toutes les cellules impliquées dans le calcul sont les cellules de la ligne 6, soit pour le premier titre. Or, le format conditionnel que nous souhaitons appliquer sur l'ensemble des cellules doit être vrai pour chacun des titres. Ça veut dire que ces critères doivent être vérifiés pour les titres suivants, donc pour les lignes 7, 8, 9 et 10. Si nous laissions les dollars, les cellules seraient figées et elles auraient interdiction de se déplacer avec la formule répliquée. Si nous enlevons les dollars, eh bien lorsque nous validons cette mise en forme conditionnelle, Excel ira vérifier ces critères sur les lignes 7, 8, les lignes suivantes de la formule. Si ces deux critères sont vérifiés ensemble, nous souhaitons donc faire ressortir la cellule avec un format. C'est la raison pour laquelle nous cliquons sur le bouton Format, et comme il faut des indicateurs positifs, dans l'onglet Remplissage, nous allons choisir une couleur de fond vert pâle par exemple, avec une police qu'il convient de faire ressortir en gras, et pourquoi pas avec une couleur violette. Nous validons ces attributs, et nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue qui confirme que lorsque ces deux critères seront vérifiés ensemble, et bien dynamiquement, la cellule ressortira avec cette mise en valeur spécifique. Lorsque nous validons par OK, vous constatez qu'effectivement c'est le cas. J'insiste bien sur le fait que cette mise en valeur est dynamique si ce tableau est considéré comme portable pour suivre d'autres périodes ou d'autres titres, et donc que les données du problème venaient à évoluer puisque forcément les cotations fluctuent en permanence. Pour modifier par exemple pour le premier titre la valeur de la semaine 4 à 204, impliquant qu'il ne s'agit plus de la valeur max, et donc que l'un des deux critères n'est plus vérifié bien que le titre soit toujours supérieur à son prix d'achat unitaire, et bien effectivement cet indicateur positif ne ressortirait plus de façon flagrante comme le veut la mise en valeur, pour une bonne et simple raison, c'est que en effet, nous avons bien une cotation qui est à la hausse par rapport aux semaines précédentes, mais qui n'est pas la valeur max. Ça veut dire que des baisses ont été enregistrées dans la période, et donc qu'il y a lieu de suivre vraisemblablement les fluctuations des cotations pour ce titre avec un peu plus de précision. Pour les autres, en revanche, comme nous constatons que la valeur max est en même temps celle de la dernière semaine et en même temps supérieure au prix d'achat, il n'y a vraisemblablement pas lieu de s'inquiéter. Il s'agirait d'une progression vraisemblablement constante et donc qui signifierait que le titre est plutôt en forme. Inversement, et pour alerter l'œil de l'administrateur dans le sens inverse donc, ça veut dire lorsqu'il y a des inquiétudes à se faire parce que vraisemblablement de l'argent serait en train d'être perdu, nous souhaitons faire ressortir avec un indicateur plus agressif, eh bien, les valeurs les plus basses, dans la mesure où en même temps elles correspondent aux dernières cotations enregistrées et qu'en même temps elles sont inférieures au prix d'achat unitaire. Donc nous présélectionnons la plage, nous retournons dans notre mise en forme conditionnelle pour choisir de nouveau une nouvelle règle. Nous utilisons une formule, la formule est la même ou quasiment la même. Il s'agit de vérifier ensemble deux critères avec la fonction et. Nous construisons toujours la formule sur la première ligne sélectionnée comme si de rien n'était, consistant à vérifier que en même temps, eh bien, ce montant minimum que nous défigeons pour les mêmes raisons que précédemment est égal à la cotation enregistrée pour la dernière semaine que nous défigeons, et donc qu'en même temps, point virgule, cette cotation qui est la minimum, eh bien nous confirmons qu'elle est inférieure au prix d'achat unitaire que nous allons sélectionner pour la première ligne, c'est-à-dire pour le premier titre, dans les cellules du tableau Excel. Associé à ce double critère, nous allons donc
directement mettre en œuvre un format dynamique plus agressif en cliquant sur le bouton Format, en commençant par l'onglet Remplissage, avec une couleur de fond orange pâle et une police qui tranche en gras et par exemple un rouge rubis. Lorsque nous validons, vous voyez que effectivement cette alerte est un petit peu plus inquiétante. Nous allons constater si effectivement elle se met bien en œuvre de façon dynamique sur les résultats du tableau et vous voyez que c'est le cas. Si nous isolons rapidement ces deux cellules, nous constatons en effet que la valeur minimum correspond bien à la cotation de la dernière semaine et qu'en même temps, elle est inférieure au prix d'achat unitaire, ce qui est inquiétant car ça signifierait qu'il y a une sorte d'hémorragie sur les cotations de ces titres détenus et qu'il semblerait qu'il faille entreprendre des actions assez rapidement, comme par exemple engager la vente afin de ne pas continuer d'enregistrer des pertes. Nous constatons exactement le même phénomène pour le quatrième titre, à savoir que cette valeur minimum est bien la dernière et qu'elle est bien inférieure au prix d'achat unitaire, et nous confirmons, si nous lisons le détail des données saisies dans le tableau, qu'il s'agit en effet d'une baisse constante. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la colonne qui suit nous propose de faire le calcul de valeurs remarquables encore plus parlantes, les évolutions, c'est-à-dire un ratio qui permet de savoir par des valeurs positives importantes ou négatives si effectivement nous avons plutôt enregistré des hausses de cotation ou bien des baisses. Je vous rappelle que une évolution consiste à calculer la différence entre la valeur de fin, c'est-à-dire la semaine 4, et la valeur de début, le prix d'achat unitaire, le tout divisé par la valeur de début, c'est-à-dire le prix d'achat. Comme toujours, nous présélectionnons l'ensemble de la plage et nous allons commencer par ouvrir la parenthèse. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de la différence de la soustraction qui doit être divisée par la valeur de début. Donc, comme la division est prioritaire par rapport à la soustraction, nous devons d'abord faire le calcul de la soustraction, si bien que nous le mettons entre parenthèses. La valeur de fin, c'est-à-dire la semaine 4 pour le premier titre, moins la valeur de début, le prix d'achat unitaire pour le premier titre. Nous fermons la parenthèse, le tout divisé par la valeur de début, slash du pavé numérique, et nous recliquons sur le prix d'achat unitaire. Nous validons et répliquons comme toujours ce calcul par contrôle-entrée afin d'obtenir l'ensemble des résultats des évolutions des cotations en bourse pour nos titres sur toutes les cellules qui avaient été présélectionnées et constater que nous avons tantôt des valeurs positives et tantôt des valeurs négatives, mais il faut lire le tableau avec un peu d'attention pour constater qu'elles sont importantes. L'objectif, là encore, est de pouvoir attirer l'œil de façon dynamique, avec d'ailleurs un format proposé par Excel, une mise en valeur dynamique qui est tout à fait pertinente et associée pour des fluctuations et des variations. Nous présélectionnons l'ensemble des cellules des évolutions calculées, nous retournons dans notre bouton mise en forme conditionnelle et cette fois-ci, nous allons accepter des choix par défaut, des jeux d'icônes. Vous voyez ces flèches qui tantôt montent en vert ou descendent en rouge pour bien indiquer effectivement des variations et attirer l'œil. Et nous allons valider ce choix et vous voyez que instantanément, ces résultats associés à cette mise en valeur dynamique sont beaucoup plus parlants puisque un symbole rouge avec une flèche qui descend est un symbole inquiétant qui va alerter l'administrateur pour se concentrer sur ces résultats et comprendre ce qui se passe et voir éventuellement s'il y a des actions à engager. Une fois encore, comme il s'agit d'un format dynamique, eh bien, si les valeurs venaient à évoluer dans les données sources du tableau, eh bien ce format se mettrait à jour automatiquement. Par exemple, des flèches rouges eh bien, se transformeraient en flèches vertes et notre résultat serait un tableau modèle dynamique, exploitable et portable pour n'importe quel suivi de cotation en bourse. Le calcul suivant consiste à réaliser un calcul arithmétique, la moyenne, tout simplement des cotations pour l'ensemble des titres, rien de plus simple, histoire d'avoir un résultat statistique égal, nous utilisons la fonction moyenne, nous ouvrons sa parenthèse, et au même titre que les fonctions max et min, elle demande l'ensemble des cellules sur lesquelles porte le calcul, en l'occurrence, l'ensemble des cotations pour le premier titre ici, première ligne de la plage de cellules. Nous fermons la parenthèse de la fonction que nous répliquons par contrôle-entrée. Dans la foulée, nous agissons sur la balise active pour ignorer l'erreur indiquée par Excel, puisque comme toujours, nous avons ignoré des cellules numériques contiguës, fort logiquement, puisqu'elles n'ont rien à voir dans le calcul, pour obtenir donc les valeurs moyennes.
Nous arrivons à la dernière section du tableau qui consiste à livrer cette fois-ci des résultats d'interprétation, des conclusions qui vont permettre d'engager des actions. Par exemple, dans la colonne à vendre et de façon dynamique, en fonction des résultats précédents, nous souhaitons tout simplement alerter l'utilisateur sur des conseils qui lui sont donnés pour éviter de continuer d'engranger des pertes. L'objectif donc est de pouvoir passer l'ordre de vente des actions qui ne sont pas rentables du tout. Lorsque une valeur seuil est dépassée, vous voyez qu'elle est inscrite en variable dans la cellule E12 du tableau, en l'occurrence, lorsque l'évolution a dépassé les moins 20%. Donc, comme il s'agit de valeur négative, lorsqu'elle est inférieure. La fonction Excel qui permet d'enclencher des actions en fonction de critères, c'est-à-dire de poser des raisonnements, est la fonction si. Nous tapons son nom, après le symbole égal, nous ouvrons la parenthèse, et comme vous le savez bien désormais, cette fonction-ci demande 3 éléments. Quel est le critère à vérifier? Ce qu'il faut faire lorsqu'il est validé et ce qu'il faut faire dans le cas contraire. Le critère consiste donc à comparer l'évolution calculée précédemment avec cette valeur seuil de référence. Est-elle inférieure strictement à la cellule E12 que nous allons cliquer directement dans la feuille de calcul? Cette fois-ci, en revanche, il est impératif de la figer avec la touche F4 du clavier. Et vous voyez qu'elle est instantanément encadrée de $, signifiant qu'elle n'a pas le droit de se déplacer en même temps que la formule va être répliquée sur les cellules du dessous. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons répliquer ce calcul sur les cellules du dessous, Excel va bien entendu devoir vérifier ce critère pour l'ensemble des autres évolutions correspondant à l'ensemble des autres titres, mais toujours par rapport à cette même valeur seuil située en E12. Ça veut dire qu'en même temps que K6 va devenir K7, K8, K9, K10, E12 ne devra pas bouger, donc nous la figeons. Pour les initiés d'ailleurs, nous aurions très bien pu nous contenter de ne conserver le dollar que devant le 12, puisqu'en l'occurrence ici, le calcul ne va se déplacer que de ligne en ligne, indice de ligne de la cellule. Lorsque cette évolution est inférieure au critère de déclenchement, à ce moment-là, alors, nous le signifions avec un point-virgule, nous souhaitons donner l'ordre de vente en textuel, c'est-à-dire entre guillemets, car comme vous le savez, dès lors qu'il s'agit d'écrire un texte dans une cellule, il doit être encadré dans une formule de guillemets. Le texte engagé, entre guillemets. Dans le cas contraire, sinon, c'est la raison pour laquelle nous inscrivons un nouveau point-virgule. Dans le cas contraire, eh bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous ne souhaitons rien faire, ce que nous signifions à Excel avec deux guillemets. Les guillemets servent à mettre du texte. Si entre les guillemets il n'y a rien, nous obtenons une cellule vide. Nous fermons la parenthèse de la fonction si et nous répliquons ce raisonnement avec le raccourci CTRL-entrée du clavier pour constater fort logiquement, mais les indicateurs visuels nous avaient bien mis sur la piste, qu'il faut engager la vente de ces titres qui, semble-t-il, font perdre trop d'argent. L'objectif est pour que ce tableau soit tout à fait exploitable de façon automatisée et de pouvoir offrir des résultats statistiques sur les pertes engrangées et les gains potentiels des actions qui continuent de travailler mais qui ne sont pas encore vendues. Si elles ont progressé en positif, eh bien, quel est le portefeuille que nous détenons à ce stade? Le critère à vérifier est toujours le même, puisqu'il consiste, pour calculer l'ensemble des pertes, à vérifier si effectivement l'évolution est bien inférieure au critère de déclenchement, puisque c'est dans ce cas que nous aurons revendu ces actions, à ce moment-là, nous allons faire la différence entre la valeur moyenne calculée et le prix d'achat unitaire, le tout, donc il faut factoriser, multiplié par la quantité détenue, puisque forcément, eh bien, plus nous en avons acheté, plus cette différence va se cumuler. Donc il s'agit, après avoir resélectionné la plage, de reposer le raisonnement avec la fonction si, selon le même critère qui consiste à vérifier si l'évolution est strictement inférieure au seuil de déclenchement, la cellule 12 que nous figeons touche F4 du clavier pour la même raison. Si nous sommes puristes, eh bien nous allons continuer d'enfoncer une fois supplémentaire la touche F4 de manière à ne conserver le dollar que devant la ligne 12 de la cellule. À ce moment-là, nous devons calculer la différence entre ces deux valeurs pour pouvoir, au final, livrer le résultat des pertes. Factoriser, puisque ce résultat doit être multiplié à l'issue, la différence entre le prix de départ et la moyenne calculée, donc le symbole moins du pavé numérique, le tout entre parenthèses, multiplié par la quantité détenue. Aucune cellule ici ne doit être figée, puisque chacune d'elles
intervenant dans le calcul devra se déplacer sur les lignes du dessous pour correspondre au titre sur lequel le calcul est effectué. Sinon, point virgule, eh bien, comme tout à l'heure, nous ne faisons rien, puisque dans le cas contraire, il ne s'agit pas de perte, et nous pouvons donc valider et répliquer ce calcul par contrôle-entrée, pour constater qu'instantanément, notre tableau modèle est dynamique, eh bien, nous livre l'ensemble des pertes qui semblent effectivement à ce stade engrangées, et nous constatons qu'il est urgent de stopper l'hémorragie, puisque les montants sont relativement importants. Dans le cas contraire, donc, et le critère est inverse, il s'agit de calculer les gains potentiels, c'est-à-dire sur les actions que nous n'avons pas encore revendues, mais vraisemblablement qui ont enregistré des variations à la hausse, c'est-à-dire pour les titres en forme. Pas toutes, nécessairement, puisque nous pourrions très bien avoir des fluctuations à la baisse, par exemple de moins 10%, qui ne seraient pas concernées par les ordres de vente à engager. Néanmoins, nous allons calculer ces gains potentiels avec le même raisonnement, la fonction ci. Toujours pareil, le critère dans un premier temps, est-ce que l'évolution constatée précédemment est supérieure ou égale cette fois-ci? Eh bien, au seuil de déclenchement, la cellule E12, que nous figeons toujours pour les mêmes raisons, à ce moment-là, nous allons faire la différence en effet entre la moyenne et le prix d'achat unitaire, le tout multiplié par la quantité, donc nous factorisons à l'aide des parenthèses le symbole étoile pour la multiplication par la quantité détenue. Ça c'est pour le alors, dans le cas contraire, c'est-à-dire le cas inverse des pertes, nous ne faisons rien, de guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction ci que nous répliquons avec le raccourci CTRL-entrée du clavier, pour constater que nous avons effectivement enregistrer des gains potentiels. Mais ces gains potentiels vraisemblablement ne vont pas suffire à recouvrir l'ensemble des pertes qui ont été enregistrées. Et pour que ce tableau soit directement exploitable, il est intéressant d'avoir un résultat unique qui permette, en positif ou en négatif, et en instantané surtout, de savoir si nous avons gagné ou perdu de l'argent. Il s'agit de faire la différence entre les gains et les pertes. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce résultat qui semble anodin, c'est l'utilisation de la fonction somme, qui offre un double intérêt. Le premier intérêt est de pouvoir sommer rapidement un nombre important de cellules en sélectionnant directement la plage, surtout quand elles sont contiguës. Mais ce double avantage qu'elle propose, contrairement à une addition manuelle avec le symbole plus du pavé numérique, est qu'elle permet d'encadrer dans la sélection des cellules vides, alors que si nous avions additionné des cellules vides avec le symbole plus du clavier, eh bien le résultat du calcul aurait conduit à une erreur, parce qu'il n'est pas possible dans Excel de sommer des cellules vides qui sont considérées comme du texte, alors que la fonction somme, elle, est capable de les inclure mais de les ignorer si d'aventure elles se présentent. Il est important de les inclure dans le calcul, puisque si les données du problème venait à évoluer, parce que par exemple nous ferions le suivi pour d'autres titres ou pour d'autres mois, eh bien nous obtiendrons peut-être ici des gains et ici peut-être des pertes, donc toutes les cellules doivent être incluses dans le calcul. À la somme des gains potentiels, nous allons retrancher, toujours par la fonction somme, eh bien les pertes qui ont elles été enregistrées puisque l'ordre de revente a été passé. Nous sélectionnons l'ensemble de la plage pour les mêmes raisons évoquées. Nous validons ce calcul pour constater ce que nous pressentions, à savoir qu'effectivement à ce stade, nous avons perdu de l'argent puisque par rapport aux actions que nous avions achetées, que nous avons revendues, effectivement nous sommes en dessous du prix d'achat et les gains potentiels ne sont pas suffisants pour compenser les pertes enregistrées. Ce tableau, comme je vous le disais, est totalement dynamique. Nous l'avions constaté tout à l'heure avec les fluctuations qui permettaient de faire varier les indicateurs visuels du format dynamique si d'aventure nous changions les données du problème. Il en est de même ici si par exemple nous considérions qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer au-delà de 30% de pertes sur des titres. Effectivement, lorsque vous validez cette nouvelle donnée, vous constatez que il n'y a plus d'action à vendre, il n'y a plus de pertes vraisemblablement enclenchées, les résultats des gains potentiels en revanche n'ont pas bougé, puisque même si ça reste du potentiel, du théorique, eh bien dans le portefeuille, il y a effectivement des cours en hausse et des cours en baisse qui conduisent à un résultat total statistique livré dans la dernière cellule.
Voilà donc pour cette petite mise en pratique intéressante à partir essentiellement de fonctions de base Excel mais associées à une mise en forme conditionnelle tout à fait adaptée à la représentation dynamique des fluctuations. J'espère que cette petite mise en œuvre vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.